Le numéro 41 de la JLMB est consacré au droit médical. Il s'ouvre par 2 arrêts de Cour de cassation. Le premier, du 30 avril 2015, établit qu'un médecin hospitalier ne peut être révoqué qu'après un avis du conseil médical. Cet avis doit être écrit et il doit comprendre le résultat des votes. À défaut, la révocation est frappée de nullité. Le second est du 10 juin 2016 et il s'agit d'un arrêt en matière disciplinaire. La Cour de cassation rappelle que le Conseil provincial de discipline ne peut être saisi que sur une décision de l'autorité qui est chargée de l'instruction des faits disciplinaires. Si le Conseil d'appel annule cette décision de l'autorité d'instruction, il n'est pas régulièrement saisi et ne peut pas lui-même statuer sur les fins de l'action. Suit un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 16 octobre 2014 qui porte sur une question malheureusement assez classique. Il s'agissait d'un médecin qui n'avait pas vérifié l'identité du patient qu'il avait à soigner et qui, se trompant de patient, lui avait fait absorber une pastille d'iode 131, un produit radioactif. La responsabilité personnelle du médecin est retenue. C'est à lui qu'il appartient aussi de vérifier l'identité de ce patient et en ne l'ayant pas fait, il a engagé sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle. J'épingle aussi une décision du tribunal de première instance de Bruxelles du 29 février 2016. Dans cette hypothèse, un médecin avait pratiqué une gastroplasie sur une patiente assez jeune, souffrant bien sûr d'obésité, dans des conditions dans lesquelles la science estime généralement que cette opération est contre-indiquée, sans avoir pratiqué une anamnèse suffisante et sans avoir donné à sa patiente une information suffisamment complète. Cette opération n'avait pas bien tourné et la responsabilité du médecin est retenue, non seulement parce que cette opération était contre-indiquée en l'occurrence, mais aussi en raison de ce défaut d'information. Et il est intéressant de noter que le tribunal de Bruxelles s'aligne là sur la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 juin 2015, qui avait été prononcé en matière de devoir d'information de l'avocat, et décide que c'est bien au médecin de rapporter la preuve qu'il a correctement informé son patient. Ce n'est donc pas à celui-ci de rapporter la preuve qu'il n'avait pas reçu une information suffisante. Enfin, j'épingle aussi 2 décisions, une du tribunal de première instance de Bruxelles du 19 mai 2014 et une du tribunal de première instance de Liège du 24 février 2015, qui portent tous 2 sur la question des infections nosocomiales. On distingue l'infection nosocomiale endogène de l'infection nosocomiale exogène. L'endogène, c'est celle qui provient d'un germe d'infection dont le patient était lui-même porteur. L'exogène est celle qui provient de l'hôpital, même si, dans celui-ci, toutes les précautions nécessaires ont été prises. Le tribunal de première instance de Bruxelles considère que pour les infections exogènes, nonobstant la preuve que toutes les précautions avaient été prises, le poids du risque doit porter sur l'hôpital et non sur le patient. La décision du tribunal de première instance de Liège écarte la responsabilité de l'hôpital en considérant qu'en l'occurrence, il y avait une très forte probabilité que l'infection nosocomiale avait une source endogène. Plusieurs autres décisions sont publiées. Elles ont toutes trait à des questions particulières en matière de responsabilité médicale. Ces décisions ont été préparées et elles sont souvent annotées par Gilles Genicot.